Bonjour Alain, merci d'être venu et surtout de jouer ce jeu de l'intervieweur interviewé. Tout le monde te connaît dans le métier comme étant le journaliste de référence. Et au fait, peux-tu nous rappeler depuis combien d'années tu exerces ce métier? Le métier de journaliste, hein. Oui, Je n'ai enfin, jamais fait que ça toute ma vie. dans ce métier-là. Et la correspondance aura 27 ans au mois de mars prochain. D'accord. La correspondance de l'enseigne et d'où est né sites commerciaux, la revue de l'enseigne, l'annuaire de l'enseigne notamment. Puis un tout petit peu après, l'enseigne d'or qu'on a lancée avec Gérard Caron. Et en fait, la question que je me posais, c'est comment t'es venue cette passion en fait du métier? Ah, ça c'est vraiment le plus bizarre qui puisse être puisque j'ai exercé mes talents de journaliste dans différents endroits, notamment en m'intéressant à l'industrie, en m'intéressant à l'art moderne à une certaine époque. Et puis un jour, tout à fait par hasard, par petite annonce, j'ai été embauché à Point de Vente, qui était à l'époque un grand journal, qui était à côté de l'alter ego d'LSA, donc qui était un mensuel. Et j'étais rentré dans ce journal en me disant je ne vais pas y rester longtemps. Ça a l'air amusant, mais je n'y resterai probablement pas longtemps, parce que le commerce, c'est évidemment quelque chose que je ne connaissais pas à l'époque, quelque chose de très simple, avec une caisse enregistreuse, d'un côté un commerçant, de l'autre un client. Donc ça doit être très simple, on doit très vite en faire le tour, et donc j'en aurais pas pour longtemps. Alors je ne suis pas resté très longtemps à Point de Vente en effet, que 2 ans, où j'ai appris beaucoup de choses, c'était un excellent journal à l'époque. Et puis ensuite, je suis passé au journal du textile pour créer la rubrique commerce, concurrence, consommation. Et puis après, j'ai lancé la correspondance de l'enseigne. Et en fait, c'est en m'approchant du commerce que je l'ai découvert, parce que je crois que c'est quelque chose on peut avoir plein de vues différentes sur le commerce. Et quand on n'approche pas, c'est comme plein de choses. On ne comprend pas où sont les nœuds de force, où sont les problématiques intéressantes, etc. Je pense que tout sujet est intéressant. Le commerce est très intéressant également sur le plan technique. Il l'est probablement encore plus parce qu'il y a tout ce côté de la vie de tous les jours et je suis un journaliste économique spécialisé et en même temps j'ai l'impression de faire du grand public tous les jours parce que le commerce est en contact avec le public tous les jours, les centres commerciaux le sont, les rues marchandes le sont, donc voilà, on est dans la vie. Sur quel support exerces-tu ton métier de journaliste? En fait, ce sont les différentes facettes d'un même métier qui est le commerce et les emplacements de commerce. Donc, à l'origine, il y avait la correspondance de l'enseigne. Ensuite, très naturellement, c'était sites commerciaux, qui n'est pas le journal des centres commerciaux, qui sont les emplacements. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de centres commerciaux, mais aussi beaucoup grandes rues marchandes. Très naturellement, ensuite, la radius de l'enseigne, parce que c'est le prix des emplacements. L'annuaire de l'enseigne, parce que finalement c'est le fond de commerce du métier dans son ensemble. Et puis l'enseigne d'or parce que avec Gérard Caron on a pensé il y a très longtemps, puisque c'est la 24e édition cette année, en 2014, que nous remettons ces prix, que dans le commerce il y avait des gens merveilleux qui inventaient de nouvelles choses, de nouvelles manières de vendre, alors que finalement c'est toujours un petit peu la même histoire, mais on peut la raconter, on s'en est aperçu bien différemment. Et donc on a créé cette manifestation de l'enseigne d'or. Mais en fait, non, c'est pas de l'ubiquité, c'est juste parce que je ne sais faire qu'une chose et j'essaye de la faire bien, c'est l'histoire du commerce. Oui, Alain, c'est vrai que dans mon métier, dans mon quotidien, je travaille beaucoup sur des emplacements numéro 1 et je constate que de plus en plus, et le fossé se creuse entre ces emplacements dits prime, les emplacements numéro 1, qui sont convoités par à la fois les groupes de luxe et surtout des enseignes internationales de toute façon, et des emplacements numéro 2 ou même 1 bis qui sont de plus en plus délaissés par les enseignes. Donc ton intervention aujourd'hui m'intéresse à plus d'un titre pour essayer justement de mettre en avant ce marché sur lequel que je suis un petit peu amenée à délaisser au fur et à mesure. C'est vrai que pour les conseillers immobiliers, tous les jours, ils peuvent se poser cette question de la dichotomie entre le prix d'une rue et le prix d'une autre, qui sont complètement à l'opposé. À l'opposé. Moi j'ai une interprétation qui
qui vient d'un petit peu loin, parce que tu as cité les numéros, les primes, les numéros 1, les numéros 1 bis. Tu as oublié les numéros 2 et les numéros 3. Quand j'ai lancé la correspondance de l'enseigne, c'était en 87, il y avait une nomenclature qui incluait les numéros. C'était numéro 1, il n'y avait même pas bis, c'était numéro 2, numéro 3. Bon, numéro 3 ont disparu. Ils sont devenus des boutiques, des appartements. Ah oui, c'est sûr. Des professions libérales. Non, mais il n'empêche qu'on l'avait, même dans l'arrivée de l'enseigne, on avait cette référence. Les numéros 2 ont disparu de la même manière. En fait, il restait le numéro 1 avec les bis. Bon, déjà. On est d'accord que les bis, déjà, les enseignes les regardent avec la moue, ça les intéresse beaucoup moins. Et que quelque part, même si leur budget est plus restreint, ils préfèrent mettre beaucoup plus cher sur un numéro 1 et dans les numéros 1, le prime du numéro 1 et se battre là-dessus, quitte à faire monter les enchères, ce qui est complètement fou en période de crise, plutôt que de prendre 3 numéros 1 bis ou 4 ou 5 numéros. Bon. Alors, et ça, je crois que le mouvement de concentration n'est pas si récent que ça, il est même ancien. Pourquoi ? Parce que simplement les communications se sont faites plus nombreuses et plus faciles. Donc aujourd'hui, on prend le client sur le passage des éléphants et le client va plus derrière l'église chez l'excellent pâtissier qui d'ailleurs, à la première occasion, est sorti de derrière l'église pour se mettre sur la place centrale parce qu'il s'aperçoit bien que sinon il va perdre des parts de marché et que sinon il va avoir un pâtissier qui va se mettre à sa place sur la place centrale et que là, ça va poser un vrai problème pour lui. Donc c'est vital. Il n'en demeure pas moins qu'un commerçant va toujours, un consommateur va malgré tout, même si le commerçant est mal passé, les glaces dont je cherche... Amorino. Non, les merveilleuses glaces parisiennes Bertillon. À l'origine, dans la petite rue de l'île Saint-Louis, franchement, tu ne vas pas me dire que c'est un place numéro 1. C'est quand même un succès, je dirais presque planétaire en fin de compte. Donc voilà, il faut aussi, et c'est peut-être le rôle des conseils de parfois de dire, mais est-ce que vous avez réfléchi à cette rue, cet emplacement qui est en train d'évoluer, etc., qui n'est pas très loin d'eux, qui est visible du numéro 1 top, mais bon voilà, et qui quand même coûte un petit peu moins cher. Mais je crois que c'est ce que vous faites, tous les jours. Voilà. Mais fondamentalement, il y a déjà structurellement une concentration des lieux de commerce sur des lieux de passage et sur les grandes places marchandes, qui peuvent être des centres commerciaux de la même manière. Et ça, quelque part, on n'y peut rien. Et puis cet effet de crise qui fait que le budget d'expansion des enseignes, des commerçants étant limité, ils préfèrent acheter 3 primes plutôt que 10 numéro 1 bis ou numéro 2. Voilà, mais les deux mouvements sont combinés. Je dirais que moi, les moyens de communication sont quand même fondamentaux. Pour dire un exemple, une grève de TGV aujourd'hui est catastrophique parce que tout le monde prend le TGV, donc on oublie les TER, les machins, c'est un petit peu hors du TGV, on ne sait plus bien voyager. Bon, alors la SNCF en profite et elle matraque ses clients sur le TGV, c'est exactement le même système. Et quand Prada, par exemple, rachète le magasin Missoni du Faubourg Saint-Honoré, quasiment à l'angle de la rue Royale, où Missoni considère que finalement c'est un bel emplacement, mais peut-être excessivement cher par rapport à ce que lui peut vendre. Donc on fait un switch entre le Miu Miu de Prada qui va être repris par Missoni, où bon, il va avoir une valeur locative beaucoup plus accessible pour lui, pour son business à lui, et que en revanche Prada va installer son Miu Miu à l'endroit où était Missoni, Faubourg Saint-Honoré. Finalement, là franchement, quand on parle de l'expression gagnant-gagnant, c'est exactement ça, parce que il y a un qui paye très cher, mais c'est justifié, et il le veut, il le souhaite, et Missoni qui paye un petit peu moins cher, et ça l'arrange bien, etc. Bon, donc, c'est un travail de tous les jours, mais je crois que c'est, pour moi, il me semble que le métier aujourd'hui du conseil immobilier, c'est vraiment ça, c'est de la couture. Eh bien, nous participons activement à ce jeu de chaise musicale dans la rue Saint-Honoré. Voilà, c'est la bonne expression, chaise musicale. Nous vivons actuellement une vraie crise de la consommation. Ça correspond à un changement d'attitude tout autant qu'à la baisse du pouvoir d'achat. Donc la question, elle se pose plus que jamais de l'analyse des remèdes. En mai 2013,
Tu rappelais dans la correspondance de l'enseigne que le critère prix ne peut plus être unique. Le combien doit être accompagné du comment. Effectivement, alors, cette crise est perturbante. Probablement pour une raison, c'est qu'elle vient tout de suite derrière une période complètement euphorique. Donc le choc, à mon avis, a été terrible. Donc on parle de causes structurelles. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les structures, ce sont des structures politiques, il ne faut jamais l'oublier. Donc on a le choix entre le communisme, on a vu ce que ça donnait à plusieurs reprises, ça donne toujours les mêmes résultats. Et puis il y a le capitalisme qui n'est pas parfait mais qui existe. Donc je pense que ça, la structure ne va pas changer. Les modes de consommation vont un petit peu évoluer et probablement parce qu'on est allé trop loin dans une espèce de recherche du prix pour le prix, au mépris de la qualité, etc. Et aujourd'hui, il y a une demande sur une consommation plus vraie. En fait, ce qu'on vit, c'est quoi? La société est fabriquée comme une espèce de pyramide, et les gens qui sont les plus favorisés sont naturellement des gens qui ne surconsomment pas. Quand ils ont besoin d'une paire de chaussures, ils vont peut-être chez Alden, chez Weston, etc. Et c'est une paire de chaussures qui va durer très longtemps, qui se remonte, donc qui finalement va coûter peut-être moins cher que celle du cadre qui va s'acheter 4 paires de chaussures parce qu'elles vont être bousillées en 3 mois, etc., etc. Donc en fait, c'est une attitude qui aujourd'hui est une attitude raisonnable, qui va bien avec le développement durable et qui est en train de gagner toutes les couches de la société, ce qui, à mon sens, est une bonne chose. En revanche, pour le commerce, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, effectivement, c'est peut-être la fin des volumes pour le volume et qu'il va falloir revenir un peu sur une recherche de qualité, de service, en tout cas du juste prix pour le produit délivré et non pas de dire je suis le moins cher, etc. Et ce qu'a essayé de faire Internet, très simplement, et c'est un échec. Il n'y a aucune aujourd'hui société d'Internet, de site marchand qui gagne sa vie, y compris Amazon, y compris ces discounts qui sont quand même des majors. Alors les volumes sont gigantesques, demain ils auront une part de marché, mais dans la réalité, il y a, à part des micro-sites qui sont sur des micro-marchés et qui effectivement sont pertinents à tel endroit et qui apportent un service formidable, je cite toujours d'ailleurs dans ce cas-là l'Argus de l'enseigne, bon, qui est un site internet qui gagne sa vie. Bon, c'est un site marchand qui vend des transactions, etc. Mais en réalité, voilà, et c'est bien ça. Donc, Internet, c'était le prix. Ben, Internet, le modèle économique aujourd'hui reste quand même encore à démontrer. Donc, oui, un retour vers la qualité, vers le service, vers l'accueil de la clientèle, vers la considération du client, qui est quand même qui fait vivre les entreprises et les enseignes. Mais l'arrivée de Primark en France n'est-elle pas un contre-exemple qui fonde sa réussite déjà prouvée en Europe sur les prix imbattables? Primark, c'est l'anti-marketing. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, il y a le cas Primark que je trouve extrêmement intéressant, qui est extrêmement intéressant, y compris pour les concurrents, qui est une remise en cause. C'est-à-dire, certains opérateurs, chez Armand-Thierry, on vous l'avait dit par exemple, ils sont très contents, parce qu'au moins les choses vont être clarifiées, on va savoir ce que c'est que le prix le moins cher, le discount à mort, etc. Il pose une deuxième question qu'on oublie trop souvent, c'est que Primark est probablement la seule enseigne qui n'a pas de site internet du tout. Donc on est dans le contre-exemple absolu. Alors, est-ce que pour autant c'est révélateur du marché ou est-ce que c'est un positionnement qui ne peut pas être reproduit? Moi je sais, on m'a dit que des grands distributeurs, des chaînes d'hypermarchés, les enseignes d'hypermarchés avaient posé la question aux fournisseurs de Primark, parce qu'on les connaît finalement. Donc Primark ne fait pas de fabrication à moins d'1 million de pièces. Déjà c'est un début de réponse. La deuxième réponse, c'est que c'est un prix qui n'est pas moins cher que les autres. C'est un prix qui n'a rien à voir avec les autres. C'est-à-dire que c'est peut-être moitié prix d'H&M. Donc on est hors jeu complètement. C'est Primark met ses concurrents totalement hors jeu. Ensuite, c'est une mode qui est un peu déguisement. Donc la vraie question à se poser, est-ce que c'est un phénomène ou est-ce que c'est une évolution de marché? Si c'est un phénomène, il faut le laisser vivre sa vie tout seul et éventuellement s'effondrer tout seul un beau jour. On n'en sait rien. Une fois finalement que le grand succès est passé.
Et d'ailleurs, les concurrents réagissent de manière assez étonnante. CA, par exemple, quand CA a appris que Primark avait signé au centre commercial de Coats, il s'est retiré. Kiabi, au contraire, est venu en disant waouh, on va essayer, on va voir réellement, on va aller dans la gueule du loup et puis on va voir ce que ça donne. Bon. Et je crois savoir que ça réussit pas mal parce qu'en fait, Primark draine un flot de clientèle très important. Je ne sais pas si le succès de Primark est un succès à long terme et un succès partout. Je trouve assez étonnant qu'il attaque la France finalement et l'Italie en tout dernier lieu. Bon, mais il va à contre-courant en bousculant tellement les codes que voilà, moi je dirais qu'à la limite, si on voulait vraiment essayer d'avoir une interprétation, il se rend inimitable. Et quand on est inimitable aujourd'hui, même si les règles que j'ai édictées tout à l'heure ne sont pas cohérentes avec l'évolution du marché, en tout cas, il est inimitable. Bon, alors après, qu'est-ce qu'il y a ? Et les recettes d'autres mastodontes sont différentes. Par exemple, chez Inditex ou bien chez H&M, c'est vrai qu'il y a un élargissement des gammes, de marques et puis de cibles. Par exemple, H&M qui a créé ses autres enseignes beaucoup plus haut de gamme comme Another Story, ou bien Monkey qui va être au contraire beaucoup plus junior. Chacun cherche une solution à cette crise. Moi, je trouve que c'est dans les groupes que tu viens de citer, l'attitude que je trouve éminemment intéressante. Jusqu'à peu de temps, j'avais beaucoup d'admiration, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour la stratégie d'H&M, qui a en fait racheté, il y a 5 ou 6 ans de ça, Fabrique Scandinavian, qui était une toute petite boîte suédoise, totalement marginale, et qui lui a laissé son indépendance de création, etc. Bon. Après, elle va remonter, j'imagine, la tringlerie de la comptabilité, les salaires, etc., au niveau du groupe. Et en fait, ils achetaient pour moi un laboratoire vivant. Voilà. Avec un grand succès, parce qu'ils ont su finalement appliquer leurs recettes de développement, de présence sur le marché à des gens qui étaient marginaux et qui, je crois que Chip Manday vient d'ouvrir à Paris, etc., qui est la plus distanciée de toutes les enseignes. Et je me disais, c'est pour me faire comprendre, parallèlement, Inditex était un peu le bourrin qui ajoutait des magasins aux magasins, mais sans changer le modèle. Et récemment, quand j'ai vu, il y a l'année dernière apparaître, puisqu'il est en compétition à l'enseigne d'or de cette année, le nouveau concept de Pull&Bear. Magnifique. J'ai dit oui. Voilà, donc ils se sont dit là, il faut. Bon, il y a une fin à toute chose, à tout succès. Comme dit l'autre, et Rome aussi connaîtra sa fatale journée. Donc on ne peut pas continuer tout le temps comme ça, même si on a un succès phénoménal, mondial, multilocal, parce que bon, toutes les populations l'acceptent. Et là, il y a une remise en cause. Alors, ce qui est très marrant, c'est que probablement, je n'ai pas étudié le produit, c'est pas ma partie, mais en tout cas, l'univers de Pull&Bear a totalement changé. Il s'est modernisé, il est devenu plus chic, etc. Moi, je ne suis pas certain que pour terminer la question par là où on l'a commencé, est-ce que Pull&Bear a à craindre de Primark ? Mais n'y a-t-il pas d'autres remèdes à la crise ? Moi, je pense que les remèdes ne sont... Il y a évidemment des mouvements de marché, mais les remèdes doivent être adaptés à l'entreprise elle-même. Chacun a ses remèdes. Et il y a un type qui disait, d'une manière très amusante, la porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Et je crois qu'il faut avoir déjà l'envie de changer. Alors il y a plein de... Évidemment, on voit des tas d'exemples. Quand Armand Thierry rachète Jacqueline Rieu, effectivement, c'est une des solutions à la crise, c'est un échappatoire, une recherche d'autres choses. Grossir à tout prix. Oui, mais là, enfin, c'est industriel, il ne faut pas oublier que Armand Thierry, c'est le groupe Devaux, que Devaux sont des industriels. Donc, ce sont des économies d'échelle. Bon, même si ça permet de changer, etc. Il y a le repositionnement, qui est extrêmement dangereux, parce que faire
une coque de luxe pour un produit qui ne l'est pas. Et là, je pense à ne la halle voudrais de pas être Liberté. méchant, mais je ne citerai pas l'enseigne. Et je ne pense pas spécialement à la halle, dont le repositionnement est pas si mal, parce qu'il est relativement mesuré. Mais il y a d'autres enseignes de ce groupe qui ont fait un pas, à mon avis, trop important, qui ont monté plusieurs marches d'un coup, et qui, de ce fait, ne sont pas spécialement crédibles. En tout cas, il y a un parce ex-parti que- pris de monter en gamme. Alors, c'est un échappatoire, puisque Primark attaque C'est par ça, les pieds, donc par le bas. voilà, donc on monte à l'échelle. On contre par le haut. Voilà, le danger, c'est de perdre son âme. Mm. C'est ça, à la fin, on n'est plus soi-même, et là, on est en très grand danger. Mm, Voilà. mm. Donc, il faut peut-être certainement réfléchir, mais il faut avoir, encore une fois, des solutions qui sont adaptées à ce qu'on est soi-même. Ne pas recopier bêtement ce que font d'autres, appliquer. Les gens de marketing sont extrêmement dangereux parce qu'ils arrivent avec des recettes et ça plaît aux gens. Bon, Qui j'ai un- s'écarte un peu d'identité quelquefois. Évidemment, parce que eux, ils vendent un dossier, ils vendent un conseil, et comme ils connaissent parfaitement les tendances, donc ils vendent un médicament tout fait à prendre tous les soirs, etc. Mais qui n'est qu'une version de la tendance. Peut-être que cette tendance doit être appliquée à l'enseigne en question, mais peut-être qu'il faut l'adapter, et ça c'est très difficile. Moi j'ai un copain qui m'a invité à déjeuner il n'y a pas longtemps, parce qu'il était très ennuyé. Il avait pris un des plus grands cabinets de design pour refaire son identité visuelle, et il m'a dit, regarde ce que tu en penses. Pourquoi il a fait ça? C'était pas spécialement pour partager, il avait besoin d'une opinion libre. Bon, je dis, mais c'est pas toi ça. Et il lui avait vendu effectivement un logo, il lui changeait son logo, qui doit avoir, de mémoire, une petite vingtaine d'années, bon, totalement, et il l'inscrivait dans une tendance. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est ce à quoi sont confrontés tous les patrons d'enseigne aujourd'hui, pas que d'enseigne d'ailleurs, tous les patrons dans l'entreprise. Et donc le type, il avait bien perçu que, bon, il s'est dit, Alain, avec sa grande gueule, probablement il va me dire un truc et ça va pas louper, puis il dit, c'est pas toi. Donc inutile de dire que sur le dossier il a dû se passer des choses derrière, parce que je le connais. Mais bon, voilà. Alors, voilà, il faut savoir utiliser, il faut prendre la recette, évidemment pas aller à contre-courant totalement, encore on a vu que Primark y arrivait, mais là il faut vraiment faire les choses en grand, et être un mastodonte. Ils le font très bien, et ils sont déjà un mastodonte. À cette situation de concurrence en hausse, s'ajoute encore une autre difficulté à surmonter, qui est celle du changement du paysage urbain. Les centres-villes de province sont désertifiés, avec l'émergence croissante des différents pôles périphériques aux 4 points cardinaux. Qu'en penses-tu? Oui, mais je pense que ça fait partie des mille et un problèmes auxquels aujourd'hui sont confrontés les chefs d'entreprise, les patrons d'enseigne, et les patrons aussi de la promotion, et puis les gens de l'immobilier de commerce, etc. Parce qu'il y a des centres commerciaux, des banales galeries marchandes, je dirais, de périphérie dont les mètres carrés valent plus cher que certains excellents emplacements de centre-ville, parce que l'hyper tracte bien, etc. Alors, on pourrait dire, pour essayer d'être un peu simple et de voir clair, que les hypermarchés sont responsables de ça. Moi, je voudrais quand même rappeler que ce sont d'abord les politiques qui font la politique de la ville. Donc, cette politique de l'hypermarché qui était pour faire baisser les prix, elle avait un mérite. Hein, ça a été fait. Qu'ont voulu les politiques à donner en collatéral cette installation aux 4 points cardinaux de la ville. Bon, maintenant, la situation aujourd'hui est, à mon avis, relativement simple. D'abord, ces hypermarchés, leurs galeries marchandes qui se rénovent et qui font de gros efforts d'extension, d'amélioration, de confort d'accueil, etc., sont en train d'être rattrapés par la ville. La Toison d'Or à Dijon, moi quand je l'ai inaugurée, j'ose pas le dire, il y a quelques années, était au milieu des champs. Aujourd'hui, c'est une station de métro qui va de là au centre-ville. Odysseum, à Montpellier, idem. Ça n'empêche pas le centre-ville de Dijon d'être moribond. Bien entendu. Mais alors, pourquoi le centre-ville de Dijon moribond? C'est qu'il y a quand même eu un effet, on parle de la reconquête du centre-ville. Bien. Mais ça fait déjà, moi, plus de 15 ans que j'en entends parler. Donc entre-temps, des choses ont été faites.
et ont été parfois plutôt pas mal faites. Qu'est-ce qui s'est passé? Les centres commerciaux qui étaient successful à une époque ont augmenté leurs tarifs d'une manière inconsidérée. On peut le dire aujourd'hui. Bien. Le centre-ville, avec des loyers variables, donc le promoteur, enfin le bailleur profite évidemment du chiffre d'affaires de l'enseigne. En contrepartie, il y avait l'installation en centre-ville avec un loyer fixe plutôt plus modéré. Bien. Et certaines organisations de commerce ont d'ailleurs, à une époque, incité leurs adhérents à aller plutôt vers la solution du centre-ville. Ce qui a donné, ce que tu connais parfaitement, une flambée inconsidérée du centre-ville, un rachat du centre-ville par de très grandes foncières, on est d'accord? Bien. Et aujourd'hui, les maires, embrayant là-dessus, se sont dit « Waouh, mon centre-ville, c'est quand même un trésor, donc là, on ne peut plus stationner, là, on ne peut plus passer en voiture, là, le parking machin, on va tester. » Comme les gens, il y a eu quand même un engouement qu'on a oublié à une époque pour les vieilles pierres, etc. Bon. Et les politiques, croyant qu'ils avaient découvert l'Amérique, finalement, ont commencé. Il y a beaucoup d'enseignes qui se plaignent aujourd'hui de la politique, comme ils se plaignent parfois de la politique, comment tarifaire des bailleurs, se plaignent de la politique d'accès, d'accueil, etc., au centre-ville de la population. Et les enseignes la mise en place des tramways. Bien sûr, donc voilà, et sans forcément considérer, on va dire, le commerce, bah, ça ira quand même, ça va aller, etc. Mis à part certains cas où les maires ont bien compris ce qu'était le commerce. Moi j'ai un exemple qui est absolument extraordinaire, c'est celui de Montrouge, qui est à côté de Paris, quand même, qui devrait un truc qui ne devrait même pas exister, puis c'est tellement près de Paris et tellement près d'Alésia que déjà Montrouge ne devrait même pas exister commercialement. Or il existe parce que le maire est intelligent, c'est un chef d'entreprise, il sait qu'il faut merchandiser, il fait des plans de merch pour sa petite rue marchande, tout ça, etc. Du coup, il a attiré un peu, pas les bobos, mais les jeunes couples, un petit peu avec des moyens, les jeunes ingénieurs, etc. Et du coup, voilà, la machine se met parfaitement en route. Anthony ou Devedjian est un commerçant dans l'âme, est aujourd'hui une localité dominante dans le sud de Paris. Sceaux, avec sa rue piétonne, qui est la première de France, marche bien aussi. Aujourd'hui, le combat est entre ces deux-là, je dirais. Voilà, mais les deux forment un pôle considérable parce qu'ils n'ont pas forcément la même chose. Et puis il y a ce pauvre Bourg-la-Reine qui est la fourche du RER B qui devrait marcher potentiel. Et qui a une pauvre René Requel qui a été piétonnisée il y a 3 ans. Bon, il n'y a pas grand-chose. Enfin, voilà, donc, je crois qu'aussi il faut un peu voir les choses comme ça. Bon, et puis on parle évidemment de densification, les politiques veulent densifier, économiser l'espace. Évidemment qu'il faut économiser l'espace. Si on est plus nombreux sur cette terre, on ne peut pas, chacun, il faudra qu'on utilise un petit peu moins de mètres carrés. Au demeurant, la jeune mère de famille veut quand même voir courir ses enfants dans un jardin, monsieur veut avoir son garage pour sa voiture, ses établis pour bricoler, voilà, d'où la richesse de Casto, Leroy Merlin, et ainsi de suite, et d'Ikea, n'en parlons pas. Donc tout ce petit monde ne veut que de l'étalement, et les politiques disent il faut densifier. Voilà, mais c'est bon, la vie, c'est un amalgame de contradictions, donc il faut savoir les résoudre. Voilà, moi je crois qu'encore une fois, il n'y a pas forcément de vraie vérité. Je crois que aussi, si on veut revenir à l'origine de la question, les patrons qui ont ces décisions à prendre, qui sont des décisions très graves, parce que c'est finalement l'emplacement est quand même la première chose fondamentale d'un commerçant, moi je dirais doivent peut-être un peu plus s'impliquer. Ils ont des développeurs, peut-être les ont-ils laissés courir un peu trop vite, un peu trop seuls, et je pense que les patrons ne doivent plus gérer ça en hélicoptère. Je pense que le point de vente, je dirais presque chaque point de vente, alors pour ça c'est un peu compliqué parce que je crois qu'ils en ont 5 ou 6 000, mais je dirais que chaque point de vente, c'est le patron qui doit décider si l'emplacement est bon, il doit le valider. Alors je sais que c'est un peu choquant. Oh, chez Inditex, c'est un peu le cas. et on voit le résultat. Mais toute situation de crise a du bon, qui oblige à l'innovation, à la créativité, voire même une mutation, une révolution. Le développement du e-commerce, malgré toute son efficacité, ne peut offrir ce que le commerce de proximité permet,
à savoir la relation directe avec le client. N'est-ce pas là que le commerce doit accorder le plus d'attention? Je crois que le danger est là. À partir du moment où ce lien naturel, je dirais conceptualisé et mécanisé, ça devient extrêmement dangereux. C'est ça. La carte de fidélité, c'est le meilleur exemple qui existe parce que c'est la fidélité. Il faut être deux pour être fidèle. Et là, on n'est pas deux, on est 3 millions, 10 millions, 50 millions. Et tout ça est marketé. On leur promet des trucs qui n'arrivent pas forcément, etc. Quand ils veulent avoir un individu, un vrai, en face d'eux, ils ne l'ont pas. Donc tout ça, on a l'impression que c'est frelaté. C'est aujourd'hui ce à quoi sont confrontés les politiques d'une manière extrêmement lourde, parce qu'ils promettent des choses dont on sait pertinemment qu'ils ne tiendront pas la première virgule. Donc c'est perdu d'avance, donc il y en a marre. Donc c'est ennuyeux, parce qu'à ce moment-là, il y a une espèce un effet de boomerang contraire, c'est un désintérêt, c'est une espèce de mépris. Donc on prend la carte de fidélité, on va avoir 2 points, on peut être économisé sur une bouteille de lait, machin, et ça va se terminer comme ça. Je crois que véritablement, Internet, je suis d'accord avec toi, a été une alerte fondamentale parce qu'elle dit, vis-à-vis de la mécanisation et de la numérisation et de tous ces systèmes qui sont merveilleux parce qu'ils produisent c'est magique, le téléphone portable, les trucs, les transmissions, etc. Bon, ça libère complètement comme Winnex libérait la femme en 1950. C'est un peu le même esprit, on appuie sur un bouton, le truc marche. Bon. Mais je crois que la contrepartie, précisément, doit être vraiment humaine. Et ça, je crois que c'est la nouvelle frontière des commerçants, c'est-à-dire de revenir au bonjour madame, comment va le petit dernier, etc. Mais que ce soit un peu sincère, la sincérité. Sincère, voilà, exactement. Et que de ce fait, moi je ne suis pas, je veux dire, un DRH de groupe de distribution, mais je ne sais pas si ça peut se cataloguer, mais il faudrait embaucher des gens qui ont vraiment envie de faire du commerce. C'est ça. Voilà, le vrai truc, c'est ça. Et quand on arrive au comptoir, on n'a pas la tronche en biais, et qu'on est forcément bienvenu, et que ça ne suffit pas de marquer bienvenue sur le tapis ou sur la façade pour que le client se sente bienvenu. Si le client râle à chaque fois, c'est pas parce que c'est un emmerdeur de client. Il sait peut-être mal l'exprimer, mais il a dû se passer quelque chose qui n'allait pas. Pour moi, un client qui se plaint, même au journal, un abonné, il a forcément raison. Il a forcément raison, et on va forcément lui donner raison. Voilà, on va lui faire au moins un petit cadeau, même si on ne se trompe pas. Il y a une boîte qui est assez extraordinaire là-dessus, qui a pas mal de magasins, qui s'appelle Avis. Classiquement, Avis donne, même si le fait de se plaindre donne quasiment droit à un voucher de réduction qui peut être minime, mais qui au moins dire, voilà, on s'aime bien, on est d'accord, etc. Hein. Il y a un exemple contraire absolument, c'est que quand vous écrivez à Air France, vous avez toujours tort. Finalement, le fil rouge de cette relation consommateur-vendeur n'est-il tout simplement pas la reconnaissance, l'empathie et surtout l'envie de faire plaisir, parce que même si cette relation est intéressée, rien n'empêche qu'elle soit sincère, elle doit être sincère. Mais finalement, à ton avis, Alain, qu'est-ce qui fait que nous en sommes arrivés là, en fait, à reconsidérer cette relation client-vendeur? Si la crise n'était pas arrivée, on ne se serait peut-être pas posé la question, parce que finalement, les choses marchaient très bien, tellement bien qu'il suffisait de grandir, de multiplier, de croître et embellir. Et en mécanisant, en industrialisant le système, on a oublié l'humain, ce qui est assez logique quelque part, puisque c'était plus l'essentiel. Alors la crise et Internet ont fait que le commerce s'est demandé ce qu'il devait faire. Peut-être la mauvaise méthode, c'est d'essayer de faire de l'humain mécanisé. Je crois qu'il faut faire de l'humain vraiment humain. C'est ça. Et qu'à ce moment-là, que les clients sentent quelque chose, que véritablement le commerçant est content de le recevoir. Je dirais que est-ce que ça s'apprend? Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que dans chaque métier, je pense qu'un serveur de restaurant, je pense qu'une vendeuse, etc., il y a une partie du métier
ce sont des process, il faut savoir le faire, il faut savoir que dans une salle, eh ben, il faut jeter un regard circulaire pour savoir quel client lève la main et non pas essayer de débarrasser surtout sans regarder pour ne pas être dérangé. Mais il y a une part, je dirais, d'humain total et qui doit être dans la personnalité, c'est-à-dire le plaisir voilà, d'être là et de rencontrer des gens qui sont certains agréables, certains moins agréables, certains désagréables, voilà, mais que c'est la vie. Mais même à grande échelle, il y a quand même des exemples réussis comme chez Monoprix. Oui, la phrase marketing, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui, voilà, c'est l'exemple même. Alors après, c'est formidable ça, parce que même si on sent utilisable. Le marketing, non, mais c'est la publicité, mais lui, il a fait son boulot. Déjà, ça crée une promesse en interne et c'est un discours un peu nouveau pour le consommateur. Alors après, il faut que, par contre, que le collaborateur de Monoprix fasse sienne cette phrase, sinon on passe à côté. Parce qu'à petite échelle, Cogent a très bien réussi à faire, parce que c'est vrai que quand on rentre chez un Cogent à Paris, on sent finalement la personnalité qu'il peut y avoir derrière, en l'occurrence Alain Cogent, un autre Alain, qui introduit finalement, j'ai envie d'employer un mot très très fort, c'est le mot amour. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment qu'il a la telle nécessité et le tel désir de faire plaisir aux consommateurs que aucun détail n'est laissé au hasard. Mais on dit couramment ça, pour un artisan, on dit pour un couramment l'amour du métier. C'est quelque chose qui a totalement disparu. C'est ça. Et c'est ça qui manque. Et quand on aime faire quelque chose, je dois dire que moi, je suis assez incapable de faire des choses que j'aime pas, de vivre avec des gens que je n'aime pas. Et c'est vrai que les journaux qu'on fait, on les fait avec cœur. Sinon, on les arrêterait parce que la vie n'est pas très intéressante. En conclusion, on pourrait peut-être dire que les meilleurs commerçants de demain seront des humanistes. Je crois que oui, bien sûr, mais je crois qu'on ne peut pas être commerçant si on n'est pas humaniste. Je pense que fondamentalement, un type qui crée un concept, qui le développe ou qui prend en charge, comme par exemple Plaça a repris Carrefour, si on n'aime pas le commerce, si on n'aime pas ses clients, on n'est pas commerçant. C'est juste absolument impossible. On ne va pas citer le nom de son prédécesseur, je parle de Plaça, qui lui était tout sauf commerçant. Le pauvre, il était industriel. Voilà, on ne s'invente pas commerçant. Ce que je pense, par contre, c'est qu'un certain nombre de contraintes, un certain nombre de tendances, d'idées, je veux dire, aussi de situations qui font que, voilà, on développe l'entreprise, etc., font que ces gens-là, d'abord la tête commence à être loin des pieds, parce que quand on a 4 magasins et quand on en a 400, c'est pas tout à fait la même chose, finissent au fond par oublier un petit peu qui ils sont, d'où ils viennent, et moi je les engage à revenir véritablement sur le terrain. J'ai un peu de mal à comprendre comment un patron distributeur peut ne pas être... Je leur pose toujours cette question. Combien de jours par semaine passez-vous dans les magasins? Et on a des réponses complètement étonnantes. On ne citera pas d'exemple. Non, on ne citera pas d'exemple. Certains c'est 2, 3, etc. Et des grands patrons. Je parlais de Georges Plaça. C'est un type qui est sans arrêt dans les rayons. Alors citons un bon exemple. C'est un vrai bon exemple. Mais c'est un vrai bon exemple, d'autant plus que Carrefour redémarre. Ça, c'est fondamental. Un exemple réussi. Bien sûr. Merci Alain en tout cas de ton témoignage. C'était un plaisir, Véronique. À bientôt.